les étudiants, Eric avec vous. Une autre leçon aujourd'hui d'observation en éducation spécialisée et on parle du journal de bord. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Alors, comme vous avez lu dans le livre de Landry, vous vous êtes aperçu qu'il n'y a pas d'exemple de journal de bord puisque chaque éducateur, chaque milieu, il va un peu de son propre modèle de journal. Alors, il n'y a pas de modèle préconçu d'avance. Alors, on va regarder aujourd'hui en quoi consiste un journal de bord structuré, un journal de bord non structuré, et on va le définir et regarder ensemble un exemple. Alors d'abord, le journal de bord consiste à décrire une situation qui est précise ou une activité à laquelle l'observé participe. Donc l'observé y participe, mais l'observateur également. Donc, c'est vraiment une situation où nous sommes en contexte participant qui va nous emmener à produire un journal de bord. Le journal de bord, en fait, c'est un rapport qui est structuré ou non, selon le type de journal, et qu'on rédige après un événement. Donc, c'est vraiment important de saisir ici la notion du après et non pas le pendant l'événement qu'on observe. Euh, Peut-être que vous vous êtes posé la question, c'est quoi la différence entre le journal de bord et la note évolutive? On verra un peu plus tard dans cette leçon que la note évolutive, en fait, ressemble au journal de bord non structuré. Mais le journal de bord structuré, lui, est très, très différent de la note évolutive. Mais le journal se distingue de la note évolutive dans le sens où, d'abord, nous sommes dans un contexte participant, hein, ce qui n'est pas le cas de la note évolutive, et par le fait que les données sont plus précises ou pointées sur un aspect particulier dans le journal de bord, contrairement à la note évolutive où vraiment on note des éléments évolutifs pendant un quart de travail et sur chaque quart de travail. Alors que le journal de bord ne sera pas rédigé nécessairement par tous les éducateurs d'une personne, mais bel et bien par l'éducateur plus tuteur ou responsable euh, d'une personne dans un milieu de vie. Alors, les types d'observation applicables, on parle d'allo-observation ou encore d'auto-observation, et ça, c'est un des aspects aussi qui le distingue de la note évolutive et qui est vraiment intéressant pour le journal, c'est qu'on peut l'utiliser pour nous-mêmes. C'est un peu comme un carnet, ça peut devenir un carnet, une espèce de journal intime lorsqu'on fait de l'auto-observation. Mais notez bien qu'en contexte d'allo-observation, ce n'est pas du tout un journal intime, hein. Donc, même si ce n'est pas public, ce qu'on écrit à propos d'un sujet sur un journal de bord, il en demeure pas moins que la personne ou d'autres personnes autorisées pourraient avoir accès à ce journal de bord, alors que le journal en auto-observation, lui, il est privé. Alors, on fait aussi de l'observation qui est directe. Ça peut être général ou systématique, le journal de bord, dépendamment du type de journal, encore une fois. Donc, l'observation générale s'appliquera pour le journal de bord non structuré, alors que le journal structuré, lui, il est systématique. Et évidemment, on est en contexte participant. Alors, on continue. On va regarder la distinction entre le journal de bord structuré et le non structuré. Alors, le journal structuré, pour sa part, eh bien, évidemment, vous avez compris que ça signifie que nous avons une centration précise. D'accord? Alors, c'est vraiment pertinent dans un contexte d'observation systématique, alors que le journal qui est non structuré va s'apparenter, comme je le disais, à la note évolutive, mais on n'a pas de centration précise. Donc, on va rédiger quoi dans un journal non structuré? Eh bien, tout ce qu'on juge pertinent, qu'on observe. D'accord? Donc, c'est vraiment tout ce qu'on juge de pertinent. Il n'y a pas vraiment un élément en particulier qu'on cherche à noter. Et c'est pertinent dans un contexte, donc, d'observation générale. Alors, c'est quoi les avantages du journal de bord? Et ça permet de compléter des outils d'observation quantitatifs avec des données plus spécifiques. Et là, j'appuie sur observation quantitative. Il faut bien saisir que le journal de bord est un outil d'observation qualitatif. Donc, on recueille des données qui ne sont pas compilables de façon chiffrée
Donc la compilation elle est un peu plus difficile, mais ça complète des observations quantitatives, par exemple avec des outils qu'on verra bientôt qui sont des grilles de pointage, des échelles d'estimation par exemple, où là vraiment on compile des données quantitatives mais qui sont plus limitées. Alors l'avantage ici, c'est que ça nous permet de compléter ces observations quantitatives avec des données vraiment spécifiques et qualitatives sur un journal. Ça permet de conserver des données dans le temps de façon évolutive, un peu au même titre que la note évolutive. La limite, ou les limites, en fait, ça exige de la mémoire. Évidemment, on le rédige après l'événement, donc vous avez compris que ça fait appel à votre mémoire. Et ça, c'est un défi. Et c'est long et complexe de compiler les données, justement, comme ce sont des données qualitatives, donc tous les outils d'observation qualitatifs sont assez longs et complexes à compiler au niveau des données. Vous le découvrirez un peu plus tard cet hiver, après votre stage, quand on sera rendu à cette étape dans le cours. Voici un modèle, journal de bord structuré. Donc, vous voyez, on a ici une en-tête de base avec des identifications. Alors, cet aspect est vraiment important. Il faut vraiment qu'on identifie, donc nom de l'observateur, nom de l'observé, la date, le contexte d'observation, la centration, puisqu'on est dans un journal de bord structuré, donc ça nous prend une centration, il faut la noter. Donc ici, c'est l'autonomie de Marie, hein, qui est notre observé. Et le lieu, c'est le milieu de vie du foyer des esselés. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce journal de base structuré? Eh bien, on retrouve des centrations détaillées en titre. D'accord? Alors, nos centrations se retrouvent ici. On en a deux dans ce cas-là. On pourrait en avoir 3, 4, 5, peu importe. Mais évidemment, plus on en a, plus ça devient compliqué à tout noter. Donc, idéalement, on se limite à 2, 3 ou 4 centrations dans un journal de bord. Évidemment, l'idéal, c'est que les centrations tournent autour d'un même thème. Ici, le thème, c'est l'autonomie. Nous avons deux types d'autonomie que l'on souhaite observer dans ce cas-ci. Donc, c'est intéressant. Si vous aviez une autre centration qui n'a pas du tout de lien avec l'autonomie, ça ne vous empêche pas de l'inscrire sur le même journal. Ça peut se faire. Donc, d'ailleurs, c'est mieux que de prendre un deuxième journal où là, ça deviendrait plus compliqué. Donc, on ne va pas faire un journal pour chaque thème. On va quand même plutôt les regrouper. De toute façon, de façon générale, quand vous faites de l'observation structurée, systématique, on n'observe pas 5, 6, 7 ou 8 choses en même temps. On se concentre sur quelques éléments. Alors ici, on a l'autonomie dans l'initiative et l'autonomie dans les soins d'hygiène. Alors, on voit quoi? Alors, j'en lis un des deux avec vous, simplement pour illustrer la notion de détaillé centrée en titre avec des informations claires, concises et objectives. D'accord? Alors, ce matin, Ma a fait son lit sans demande. Elle a utilisé ses apprentissages de la semaine dernière pour le faire. Aussi, elle a pris l'initiative de demander l'aide d'un éducateur pour préparer son déjeuner. C'est la première fois qu'elle le fait. Par ailleurs, nous avons dû lui rappeler de ranger sa table, nettoyer le comptoir et faire sa vaisselle. Nous avons aussi dû lui rappeler de faire ses tâches ménagères quotidiennes à faire dans la maison à 14 heures. Bon, alors là, je relève deux fautes d'orthographe. Veuillez me pardonner, demander et ménagère quotidienne. Je vais faire les corrections, désolé. Vous voyez, c'est très clair, c'est très concis, c'est très objectif. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va produire le journal de base structuré. Vous voyez que c'est relativement simple à rédiger, c'est vraiment pas complexe. Il suffit vraiment d'avoir bien identifié vos centrations. Et puis par la suite, évidemment, vous devez comprendre votre centration, hein. Donc, par exemple, si vous voulez observer l'autonomie dans l'initiative, encore faudrait-il vous renseigner sur qu'est-ce que l'autonomie, qu'est-ce que l'autonomie dans l'initiative? Donc, au plan plus théorique, vous devez développer vos connaissances sur ce thème pour pouvoir ensuite pouvoir bien observer et vous centrer sur les bons éléments à observer. On va regarder maintenant le journal de bord non structuré.
Alors encore une fois, on a une en-tête de base ici avec nos identifications. Ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que nous n'avons pas de centration. D'accord? Centration aucune. Nous sommes toujours dans le milieu de vie du foyer des esselés, c'est toujours Marie qui est observée, mais nous sommes ici dans un contexte d'activité de bricolage le 30 février 2017. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous voyez ici que dans la partie description, il n'y a aucune centration, ce sont des faits généraux qui tournent autour du contexte qui est observé. Ici, c'est l'activité bricolage. En réalité, la description ne parle pas tant de l'activité bricolage, de ce qui est arrivé autour de l'activité bricolage. Euh, Pourquoi on n'a pas, par exemple, d'éléments de l'activité bricolage? Eh bien, je vous explique. Euh, Dans un journal de bord non structuré, l'éducateur, même s'il n'a pas de centration, il va aller, comme on disait tout à l'heure, vers des faits d'observation qu'il juge pertinents. Donc évidemment, si on remplit un journal, c'est parce qu'on a une certaine connaissance de base de notre sujet. Même si on est dans un contexte qui est plus d'ordre général, nous avons quand même certains faits. Par exemple, ici, si je m'étais si par exemple j'avais en tête que Ma pouvait avoir des difficultés motrices, même si j'en en ferais pas une centration, j'aurais voulu observer ses habiletés motrices à l'intérieur d'une activité de bricolage. Vous allez voir ici que la description porte d'emblée beaucoup plus sur les attitudes et les réactions de Ma. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on retrouve ça, puisque même si je n'ai pas de centration sur cet élément, il en demeure pas moins que j'ai décidé, comme observateur, de porter mon attention davantage là-dessus, de façon volontaire, sachant que Ma a certaines difficultés au niveau du comportement, lesquelles je n'en ai aucune idée, sinon j'aurais une centration, mais on m'a quand même précisé que Ma, je sais déjà d'emblée que ses comportements, c'est difficile. Alors, sur mon journal non structuré, je porte mon attention davantage là-dessus que sur d'autres types d'éléments comme des habiletés motrices ou des aspects relationnels avec d'autres résidents du foyer, etc. Donc, je décris Ma a mentionné à plusieurs reprises ce matin qu'elle ne voulait pas participer à l'activité bricolage. La raison qu'elle nomme est qu'elle n'est pas bonne en dessin. Ben, lorsqu'elle a appris que l'activité n'exigeait pas de faire des dessins, elle a dit, ben alors, je ne participe pas parce que j'aimerais apprendre à dessiner. Lorsque l'éducateur lui a dit que l'activité est obligatoire et que si elle ne participe pas, elle devra rester à sa chambre pour faire autre chose, comme de la lecture ou écouter de la musique, elle a lancé des sachets de sucre en direction de l'éducateur sans rien dire. Elle a été retirée à sa chambre sans usage de force. Après 30 minutes, l'éducateur va valider si elle est revenue au calme et elle jouait avec ses toutous en faisant une pièce de théâtre. L'éducateur lui a demandé si elle aimerait présenter sa pièce de théâtre au groupe avant l'activité bricolage et a renforcé le fait qu'elle est créative. Elle a accepté. Le reste de la journée fut calme pour elle. Elle a suivi la programmation du foyer et a finalement participé à l'activité bricolage par elle-même, après sa pièce de théâtre que les adolescents ont bien aimée. Alors vous voyez ici les informations, encore une fois, c'est clair, c'est concis, c'est objectif. Et sachez bien hein, qu'il y aurait eu de la place pour la subjectivité. Par exemple, lorsque je parle qu'elle a lancé des sachets de sucre, lorsque je parle ici lorsqu'elle a appris que l'activité n'exigeait pas de faire des dessins, elle a dit alors je participe pas parce que j'aimerais apprendre à dessiner. Bon, alors sa réaction est un peu étrange, vous le voyez bien, hein? Donc il y a un peu d'opposition qu'on pourrait interpréter là-dedans. Mais si je l'avais apporté différemment, de façon subjective, j'aurais pu dire, par exemple, lorsqu'elle a appris que l'activité n'exigeait pas de faire des dessins, elle se mit en colère et et a dit qu'elle voulait pas qu'elle voulait apprendre à dessiner. Voilà. Donc si j'apportais cette phrase ici, celle-ci, si je l'apportais de cette façon dont je viens de vous dire, vous pouvez reculer pour l'écouter, eh bien, je déformerais la réalité et je deviendrais alors subjectif. Voilà donc pour le journal de bord structuré et ou non structuré. Ça fait le tour
Le reste, on en discute en classe et via des activités pratiques. Prochaine leçon portera sur le TOCA. Alors, je vous remercie beaucoup. Allez, ciao tout le monde. À bientôt, on se retrouve en classe.